Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie. Vous êtes en train de regarder Le Monde en 7, l'émission qui revient sur des sujets marquants de l'actualité au cours de la semaine. Nous sommes le samedi 16 novembre 2019. Nous allons évoquer 4 sujets. Aujourd'hui, on parlera de la France, la crise des hôpitaux publics. On verra quel enseignement pour l'Afrique. Nous irons aussi en Guinée-Bissau. Ce pays est un véritable casse-tête pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et en seconde partie, on va parler du Togo. On va évoquer donc la visite de Jack Ma qui a présenté 4 E pour le développement de l'Afrique. Nous parlerons aussi de Monseigneur Philippe Fanou-Kokpodjo. Jusqu'où ira-t-il? Pour aborder ces sujets sur le plateau avec moi, je reçois Anani Sossou. Il est analyste politique. Bonjour Anani Sossou. Bonjour Samuel. Bonjour mon cher Eric. Ça fait un bail. Eric. Bonjour à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Eric Johnson, directeur de publication du Bi-Hebdo L'Union. Bonjour Eric. Bonjour Samuel, bonjour Innocent, Anani Sossou. Et bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et Innocent, qu'il faut le souligner, n'aime pas du tout les noms importés. Ça c'est clair. Ah mais il emporte, il emporte malheureusement. J'emporte, mais étant donné que je suis conscient de certains enjeux, je préfère mon prénom authentiquement Anani. Peut-être moi, au lieu de dire Samuel, je vais changer Kodjo Niaoui et puis... pourquoi pas? Revenons à l'authenticité. Parce qu'on n'a jamais vu dans des pays asiatiques ou dans des pays occidentaux des Blancs ou bien des Asiatiques qui portent des prénoms africains. Oui, ça c'est vrai. D'accord, donc soyons fiers de notre culture, soyons fiers de nos valeurs. Exactement. Nous commençons avec la France. On va évoquer la crise des hôpitaux publics et voir quel enseignement on peut en tirer pour l'Afrique. Restrictions budgétaires, manque de moyens et de reconnaissance. L'hôpital public en France, pourtant fer de lance d'un système de santé souvent cité en exemple, a manifesté jeudi un nouveau front pour le président Emmanuel Macron, déjà confronté à la contestation de sa réforme de la retraite. De Paris à Marseille, des milliers de médecins, aides-soignants, infirmiers, doyens et étudiantes défilaient dans tout le pays. On va ensemble regarder le reportage, cette illustration visuelle et sonore de cette manifestation, donc des médecins, en tout cas du personnel soignant en France, et puis on revient pour le débat. La fronde est partie des services d'urgence saturés depuis des années. Lancée il y a 8 mois à Paris, leur grève s'est étendue à tout le pays avec encore 268 établissements touchés en début de semaine. Et l'appel à une grande manifestation a fait le plein de soutien. Les problèmes sont connus depuis de longues années, mais jusqu'alors largement non traités, estiment les critiques, et ce, malgré 3 plans d'aide successifs sous la présidence Macron. Le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de matériel aussi, voilà, le manque de lits. Beaucoup d'hospitalisations sur des brancards, des patients tassés dans des salles, séparés les uns des autres par de simples rideaux, obligés de faire leurs besoins dans des sacs plastiques. Voilà mon quotidien. On ne nous donne pas les moyens de travailler correctement. Donc on ne remplit pas notre rôle de service public. Et là le problème. Donc pour pouvoir accueillir les patients en toute dignité, il nous faut les moyens. Et les moyens, c'est pas en 2022, c'est là. Donc on n'arrête pas de le signaler, ça fait 8 mois qu'on est en grève, 8 mois qu'on nous méprise, et on n'a aucune solution à apporter par le gouvernement. Les revendications sont nombreuses au sein d'établissements qui ont l'impression d'être la variable d'ajustement des dépenses de l'État. Et depuis 2005, près de 9 milliards d'euros d'économies ont été imposées aux hôpitaux publics, selon la Fédération hospitalière de France. Emmanuel Macron, en visite à Épernay, a réagi et annonce que des décisions fortes seraient présentées mercredi par l'exécutif pour répondre à la colère du personnel hospitalier. J'ai demandé au gouvernement, à la ministre de la Santé, à plusieurs de ses collègues et sous l'autorité du Premier ministre, de travailler avec vigueur pour un plan d'action renforcé et des décisions fortes qui seront annoncées par le Premier ministre au sortir du Conseil des ministres de mercredi prochain. Le gouvernement a déjà échoué par 2 fois à sortir de ce conflit.
De son côté, le ministère de l'économie a déjà fait savoir qu'une reprise, même partielle, de la dette colossale des hôpitaux publics, qui est de 30 milliards d'euros, n'est pas une option envisagée. Voilà donc pour cette manifestation dans les hôpitaux publics en France. Eric Johnson, quand on présente cette image des hôpitaux publics en France, un pays qui est considéré comme un pays développé par rapport à ce que nous vivons ici, les gens ont du mal à comprendre que les blouses blanches descendent dans la rue. Mais écoutez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où les problèmes évoluent d'un pays à l'autre et pratiquement dans le système sanitaire, nous avons pratiquement les mêmes problèmes un peu partout. Je me rappelle l'année dernière, il y a eu également une crise dans les hôpitaux aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la France. Par contre, chez nous, c'est tout le temps, parce que nous manquons énormément de moyens, de moyens financiers d'abord, et de personnel qualifié et de matériel de travail. Et si tant est que chaque année, quand vous regardez un peu le budget qui est alloué à la santé, surtout dans nos pays, ce budget ne permet pas de résoudre les problèmes, les crises qui se déclenchent chaque année dans les hôpitaux. Et je voudrais dire qu'en France aujourd'hui, c'est pas encore une crise conjoncturelle, mais plutôt une crise structurelle. Et chez nous, c'est tout mélangé. Et il y a d'abord, au niveau de nos hôpitaux publics, un problème d'organisation. Oui. D'abord, lorsque vous n'avez pas le matériel, vous formez des gens, vous voulez qu'ils aillent travailler où? Et quand vous allez dans le privé, les coûts sont excessivement chers. Oui. Alors, il faudrait que cette équation-là soit véritablement résolue par les pouvoirs publics. La crise dans les hôpitaux, on parle d'hôpitaux, c'est dans le public. Il faut tout faire pour permettre aux citoyens de bien se soigner. Mais avec quel budget? Je pense qu'il faut, quand on fait un lien entre ce qui se passe en France et ce qui se passe chez nous, c'est les mêmes problèmes, sauf que là, l'organisation est telle que, aujourd'hui, cette crise est déclenchée par les directeurs généraux de ces hôpitaux. Oui. C'est eux qui ont donné l'alerte en disant nous n'arrivons plus à obtenir des résultats par manque de moyens, par manque de ceci ou cela. Et tout de suite, si on ne fait rien dans les 5 prochaines années, écoutez, l'hôpital public ne va plus exister. Alors, Anani Sossou, on voit aujourd'hui, ce sont les personnels de ces hôpitaux publics qui sont descendus dans la rue. Et il parle d'une dette colossale de 30 milliards d'euros. On parle de manque de lits, on parle de personnel insuffisant, on parle de tout un tas de problèmes. Quand on regarde sous les tropiques, c'est ce qu'on vit tous les jours. Ouais, mais et pire encore. Hein. Oui, mais il faut quand même préciser une chose. Je ne comprends pas certains modèles occidentaux en matière de santé. Parce que quand vous voyez au niveau des universités, il y a un fait qu'on appelle le numerus clausus, où il y a un seuil au niveau de la médecine qu'il ne faut pas dépasser. Et dans le même temps, on nous parle de manque de personnel. Et je peux vous dire que quand vous voyez dans les universités en Belgique, la grande majorité des étudiants en médecine ou bien dans les métiers connexes viennent de la France. Et la France et la Belgique aussi dernièrement a imposé un numerus clausus en matière d'étudiants étrangers sur son territoire. Donc je ne comprends pas pourquoi, dans le même temps qu'il y a un manque criard de personnel au niveau des soins de santé, lorsqu'on parle des déserts
médicaux et dans le même temps, on puisse limiter l'accès aux études en médecine aux Français qui veulent bien aborder prendre la filière, la filière. Donc, ceci étant dit, il y a un autre problème qu'il faut soulever. Dans les pays occidentaux, par exemple, il est clair que il existe des cotisations au niveau des mutuelles. C'est-à-dire que chaque Français, ou bien chaque pays, chaque habitant ressortissant d'un pays occidental, en l'occurrence la Belgique, la France que je connais bien, cotise pour que lorsqu'il tombe malade, il puisse se faire soigner. Alors, la question se pose de savoir où sont passées ces cotisations pour qu'il y ait une dette colossale de 30 milliards. Ça, ce sont des problèmes qui sont là. Ça veut dire que l'État français a quelque part démissionné au niveau du ministère de la Santé où le financement ne suit plus. Ce qui fait qu'on ponctionne dans les caisses des mutualités pour combler le vide au niveau, par exemple, des maladies où l'État doit prendre normalement les gens en charge, comme le cancer, ou bien comme les maladies rares, ou bien certaines maladies où c'est l'État qui doit intervenir au niveau des hôpitaux pour prendre cela en charge. Étant donné que l'État a démissionné, on ponctionne cet argent-là dans les caisses des mutuelles, ce qui fait que la dette, elle est colossale. Donc, quand déjà dans ces pays occidentaux où la médecine est tellement développée, où les gens cotisent pour se faire soigner, où il y a même individuellement des gens prennent de l'assurance maladie, des gens payent en dehors des cotisations sociales qui sont obligatoires pour tout travailleur en Occident. En dehors de ces cotisations-là, des gens payent une assurance à part pour ce qu'on appelle une assurance hospitalisation, assurance maladie. Donc, si déjà dans ces pays, on connaît des problèmes alors que des gens cotisent et que la médecine est développée, je vois que le parallèle ne va pas se faire, même avec nos pays, nos pays africains où déjà, quand on voit l'état de nos hôpitaux, quand on voit l'état même des installations sanitaires, quand on voit au niveau du matériel, quand on voit même au niveau du personnel, quand on rassemble tout ça, c'est le jour et la nuit. Donc, ce qui veut dire que dans nos pays sous les tropiques, le mal est encore plus foncièrement mauvais et récurrent. Je voudrais ajouter ceci. Quand il parlait de la France, c'est quand même un souci. Vous avez une telle dette. Et les gens se permettent, des pouvoirs publics se permettent de diminuer encore les frais des services dans les hôpitaux. C'est sous Macron que cette année, ils ont augmenté de 2,5% les frais de services dans les hôpitaux. On ne peut pas comprendre cela. Donc depuis 10 ans, on ne fait que diminuer ces frais-là. Et ça, je pense que c'est de la politisation dans l'administration des hôpitaux en France. Et ça a forcément une conséquence sur le service, sur l'administration hospitalière. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? Parallèlement, également dans les pays occidentaux, les frais d'admission à l'hôpital, ou bien pour une simple analyse, les frais augmentent. Moi, je me rappelle qu'il y a encore 3-4 ans, pour aller à l'hôpital, les frais d'admission s'élevaient à 21 euros. Aujourd'hui, c'est à 35 euros, 3 ans plus tard. Donc, vous voyez déjà l'augmentation, le pourcentage qu'on a ajouté à ces frais d'administration. Donc, on ne peut pas comprendre que dans le même temps, où c'est un service public qui doit être rendu aux gens, on puisse corser l'addition pour que les gens sortent de l'argent de leur poche et dans le même temps, on n'a pas les services adéquats qu'on voudrait. Vous voyez la crise des urgentistes en France, ça fait déjà plus de 5 ans que les urgentistes n'en peuvent plus de supporter les afflux des patients et dans le même temps, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de moyens, il n'y a même pas d'ambulance pour aller transporter les gens. Donc c'est une crise quand même qui est récurrente. Comparé à nos pays, vous voyez, quand on n'a même pas de centre de santé, par exemple, dans des villages reculés, même à Lomé ici, vous regardez le CHU le seul qu'on a. Quand vous allez au CHU, c'est vraiment pitoyable.
ce qui se passe là-bas. Et bon, on nous a promis Saint-Péregrin, je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas où on en est. Et dans le même temps, quand vous allez chez les privés, on est encore à l'étape de projet. De pose de première pierre. Ça, c'est déjà passé. Quand on regarde, quand vous allez également, je termine sur ça, chez les privés, je ne sais pas pourquoi l'État ne peut même pas contrôler les frais d'admission dans les hôpitaux privés. Étant donné que sur le niveau public, il y a déjà un manque de personnel, manque de moyens, manque de matériel. Il faudra que quand les gens se tournent vers le privé, que l'État puisse réguler ce secteur-là. Quand tu vas dans chaque hôpital, à Saint-Joseph, il fait ses prix, à la clinique Biassa, il fait ses prix. Et la multitude même des petites cliniques privées dans les coins, ils font tout et n'importe quoi. L'État doit pouvoir, parce qu'en matière de santé, il n'y a pas de prix à ça. L'État doit pouvoir réguler ce secteur. Mais quand on regarde des pays comme la France qui ont quand même réussi à bâtir des systèmes de santé, et qu'on voit ces systèmes se retrouver dans ces situations, moi j'ai envie de demander, est-ce que nous déjà on a des systèmes de santé? Mais écoutez, chaque année, d'abord, quand on veut faire le budget de l'État, il y a un budget pour la santé. Oui. Alors, c'est sur quoi on se base pour faire ce budget-là? Si vous n'avez pas un système de santé publique, vous ne pouvez pas quand même projeter sur des choses. Je dis tout simplement que c'est une question d'organisation. Maintenant, le système de santé publique, chaque année, c'est vrai, on nous parle de... Là, on est passé à une contractualisation de nos hôpitaux et tout ça. Mais c'est parce que on a vu... pas encore vraiment ses preuves non plus. Ah, mais attention, ça, on reviendra là-dessus. Mais il faut, je le dis, il y a un système de santé quand même, mais franchement, comment c'est organisé? Est-ce que vous voyez un système de santé le système de santé, par exemple, pour le Togo, le cas du Togo que je connais, le système de santé existe. Mais c'est l'application de ce système et la mise des moyens à disposition de ce système qui manque. Quand vous voyez, par exemple, au niveau du PND, il y a un axe qui concerne la santé, c'est-à-dire approcher l'hôpital du patient. Ça existe. Mais le problème qui se pose, c'est que l'État doit faire les états généraux de la santé. Ça, parce que le chef de l'État l'avait annoncé depuis 2012. Depuis 2012, il avait annoncé, mais rien n'a été fait. Il faudra qu'on fasse les états généraux. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un problème. C'est un problème de manque de patriotisme au niveau de certains agents hospitaliers, au niveau de certains fonctionnaires de la santé publique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans le même temps où le peu de moyens qui existent, que certains s'accaparent ces moyens-là qui les emmènent dans leur clinique privée pour s'en servir, ou bien que certains fonctionnaires de la santé disent carrément aux patients de passer plutôt dans leur clinique, parce que eux, ils ont plutôt plus de moyens et plus de matériel dans leur clinique qu'à l'hôpital public. Vous voyez? Donc, le système de santé existe au Togo. C'est l'application, la mise à disposition des moyens et le contrôle même de ce système-là qui manque. Sinon, le budget de la santé doit être avec l'éducation, les budgets qui doivent être les plus fournis en matière de budget de l'État. Mais ce qui n'est pas le cas. On a l'impression que la santé passe en second point. Quand vous arrivez dans certains villages, comme à Kolikopé où j'ai été il y a quelques jours par rapport à un projet agricole, c'est un village qui est situé à 12 km à peu près de Gapé Centre. Et c'est un gros village, mais il n'y a même pas un seul infirmier. Il n'y a même pas un seul. Il y a le dispensaire quand même. Il n'y a pas de dispensaire. Donc, même un seul. Pour avoir la structure, pour avoir le. Il n'y a même pas un seul infirmier, par exemple, dans le village, pour que les cas d'urgence soient traités. C'est des trucs comme ça sur lesquels l'État doit quand même poser un diagnostic pour se dire que à partir d'un tel nombre d'habitants, il faudra forcément qu'il y ait un dispensaire pour que les gens puissent se soigner. Et figurez-vous que j'ai posé un peu la question, j'ai été curieux en tant que journaliste pour demander aux populations, mais comment vous faites alors quand vos femmes doivent accoucher, ou bien quand il y a un malade, bien quand il y a une morsure, quand il y a une morsure de serpent, etc. Ils me disent, oui, soit les femmes accouchent et meurent de manière traditionnelle, soit c'est à vélo ou bien à moto
qu'on transporte les gens jusqu'à Agapé. Et quand Agapé ne peut pas, ils envoient les gens à Tchédié. Vous voyez déjà la détresse de ces populations-là qui sont dans des zones reculées. Déjà que Agapé même, le matériel manque. Imaginez, à Kolikopé qui est à 12 km de Gapé. Et maintenant de Gapé, vous devez parcourir des kilomètres pour arriver à Agbelouvé. Et de Agbelouvé, maintenant prendre la route pour jusqu'à Tchédié. Vous voyez que nos populations souffrent vraiment. Il faudra que l'État fasse de la santé une priorité dans les objectifs du PND. Et là, on est dans des zones qui ne sont pas si éloignées de la capitale. On est en pleine région maritime. Et puis on est à côté de la capitale de la région maritime, qui est Tchédié. Vous imaginez alors ceux qui vivent dans des zones encore très reculées du pays. Mais est-ce que ce n'est pas tout cela qu'on appelle système de santé? C'est-à-dire on construit quelque chose. Mais le système existe, c'est les moyens, c'est l'application. La mise à disposition des moyens. Quand vous avez, par exemple, ce que vous avez décrit là, des milieux comme ça où il n'y a même pas d'unité périphérique de santé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un système qui existe? Mais non, le système, c'est qu'il doit y avoir quand même au moins une couverture. Non, le système est conçu, mais c'est la mise en application de ce système. Parce que quand vous voyez bien, au niveau du ministère de la Santé, vous allez voir que on a pensé doter chaque village d'un système de santé, d'une unité périphérique de santé. C'est bien mis sur le papier. Sur le papier, tout est bien mis, mais ils ont tout mis au frigo. Donc ça veut dire que le système existe. Je voudrais juste te dire, quand tu vas à l'école, tu apprends la théorie. Mais après, il faut pratiquer. Mais là, le système est là. Mais comment pratiquer ce système? C'est tout le problème que nous posons aujourd'hui. Quand tu vois ce qu'il vient de décrire, c'est frustrant. Pour dire qu'au XXIe siècle, dans un milieu qui n'est pas très loin de la capitale de la région maritime, qu'on retrouve encore des gens qui ne peuvent pas se soigner. Le minimum vital, c'est cela. Donc, à moins de 50 km de la capitale. Oui, tu vois, c'est quand même touchant, tout ça. Donc, le système existe. Mais comment pratique-t-on ce système-là? C'est tout. Et quels moyens on met à disposition pour que ce système de santé soit appliqué sur le terrain? C'est ça le problème. Alors maintenant, quand on dit que le système, il existe, c'est parce que dans l'application, ça ne marche pas qu'on a plutôt voulu faire l'option contractualisation, par exemple? Mais est-ce que la contractualisation a réussi? Quel est le bilan de cette contractualisation? Parce que je lisais, je ne sais pas si c'est sur la toile ou bien dans un journal, qui a même un des contractuels qui a plié bagage. Qui est parti. J'ai lu quelque chose comme ça aussi. Mais non, soyons sérieux. Déjà, que l'hôpital public ne marche pas, où des gens déjà crient que le prix d'admission, qui est de 3 000 francs, je pense, est trop cher, et qu'on contractualise, cela veut dire que chaque contractant va faire son prix selon les moyens qu'il a mis à disposition de la structure qu'il a contractée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Samuel. Donc, déjà que le système est défaillant au niveau public et qu'on le contractualise, parce que l'idée, dit-on, de la contractualisation, l'idée, dit-on, était de rendre performants les services rendus, n'est-ce pas, au public. Mais il faudra d'abord qu'il y ait un travail en amont qui soit fait pour que les contractants ne puissent pas dépasser certains seuils. Certains seuils. Et également pour que le cahier de charge, c'est-à-dire ceux qui contractent, ils doivent avoir un cahier de charge, n'est-ce pas? Pour que ce cahier de charge soit vraiment suivi. Est-ce que ça a été le cas? Je ne pense pas. Si ça n'a pas été le cas, si ça a été vraiment le cas, celui qui a plié bagage ne l'aurait pas fait. Et maintenant, quel est le bilan que le ministre Béji Awa peut nous faire à ce jour de cette contractualisation? Voilà autant de problèmes, autant de questions pour lesquelles je pense qu'on ne trouvera jamais de solution. Et à mon avis, je crois que Samuel, tu devrais inviter le ministre sur le plateau pour qu'il nous explique comment ça s'est passé et quel est le bilan de cette contractualisation. Moi, je peux vous confier que je suis fatigué d'inviter des gens qui ne viennent pas. J'aime ça. Non. Quand on parle de... Parce qu'on ne va pas les prier non plus pour venir exposer ce qu'ils font. Expliquer, si les gens veulent se faire désirer, ils n'ont qu'à rester dans leur cabinet, c'est tout. On ne doit pas se fatiguer d'inviter quand même. C'est notre rôle. Il faut continuer. Ça finira par donner. Je pense, je dis, la contractualisation, en réalité, est une bonne chose, à mon avis. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme en France, on le disait tout à l'heure, ce sont les directeurs généraux des hôpitaux
qui ont déclenché ce mouvement-là. Par contre, chez nous, les gens qui sont nommés, ils ne regardent pas suffisamment ce qui se passe autour d'eux dans les services, mais plutôt ce qu'ils peuvent gagner. Et là, vous pensez qu'on doit garder ces gens-là aussi longtemps pour tuer complètement le service? Je ne pense pas. Vous rappelez de cette histoire de scanner qu'on avait commandé et réceptionné, qui ne marchait pas au bout de quelques jours, etc. Mais tout ça, avec la contractualisation, on peut régler ces problèmes. D'abord, dans les cahiers de charges, c'est la dotation de nos hôpitaux de matériel adéquat et efficace pour quand même soigner les populations. Si, lorsque une société, je ne sais pas s'il faut parler de société, mais lorsqu'une entité veut prendre un hôpital en charge, il doit d'abord faire son étude de marché pour savoir au moins faire combien... des études de marché pour un hôpital. Oui. Parce que c'est une priorité. Oui. Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire signer un contrat, il a l'intention de faire des chiffres, de la valeur absolue. C'est clair. Donc, il doit faire une étude de marché pour savoir au moins le nombre de patients que l'hôpital reçoit annuellement pour faire ses projections. Même si c'est pas comme un hôtel où tu peux dépasser n'importe quel chiffre en bilan. Mais là, c'est-à-dire, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Mais les gens viennent en réalité pour poser de nouvelles bases de gestion de nos hôpitaux. Mais celui qui est parti, je n'ai pas totalement l'information, mais je dis, il s'est planté parce qu'il n'a pas fait en amont cette étude-là pour savoir ce qu'il pourra gagner au bout de 5 ans ou je ne sais pas le temps de contrat. Mais maintenant, je dis la contractualisation est une bonne chose sur un second plan. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer par travailler avec des gens qui n'ont pas le niveau requis pour pouvoir faire ces services. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, vous y allez, vous avez du personnel soignant. Vous arrivez avec une maladie, on vous diagnostique autre chose, on vous prescrit d'autres produits qui peuvent encore vous créer des problèmes. Donc, avec la contractualisation, c'est pour régler aussi ce problème-là. Alors, troisième facteur important, c'est la propreté de nos hôpitaux. Parce que ceux qui dirigent nos hôpitaux, je pense que quand ils arrivent, ils rentrent directement dans leur bureau et ils ne ressortent qu'à la fin de la journée. Mais ils ne regardent pas, ils ne savent pas peut-être que d'abord, un hôpital doit être sain. Il faut vraiment une propreté digne de ce nom pour pouvoir accueillir les gens. Mais ça fait quand même déjà 2 ans, si je m'abuse, que ça a été lancé. Quand on regarde, moi je ne sais pas, dans le fond, qu'est-ce qui a changé? À part qu'on nous dise, oui, c'est mieux géré, il y a des rentrées financières, les lits n'ont pas été changés, les problèmes de scanner ne sont pas réglés, les mêmes mots sont là. Mais on a débuté cette émission en parlant de gestion, en disant, ceux qui ont la charge de nos services de santé, c'est à eux de vérifier tout cela. Vous avez signé un contrat avec... C'est comme, excuse-moi de faire le parallèle avec l'hôtel Sarakawa. Il y a eu une concession. Les gens ont fait de l'argent avec cet hôtel pendant des années. Ils n'ont changé un seul lit. Désolé. C'est la même chose qui se passe. Et là, ça devrait servir d'expérience, d'exemple à nos dirigeants pour que déjà, vous signez un contrat avec des gens, vous les contrôlez. D'accord. Mais moi, je voulais rebondir sur un truc que Eric vient de dire. Quand il parle de faire une étude de marché en matière
de contrat au niveau de l'hôpital. Je tombais des nuits quand je l'entends parler. Oui. Parce que l'hôpital ne doit pas être un service où on veut de la plus-value. Non, mais quand tu injectes de l'argent... on est au service... Non, soyons sérieux là. Oui. Parce qu'on parle de contractualisation et on parle de la santé de nos populations. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le cahier de charge, on ne peut pas demander à un contractant de faire des études de marché pour voir s'il doit gagner de l'argent ou pas. On est dans un service public et ce service public est au service de la population. Ces gens, ils ne peuvent pas venir chez vous, sinon aucun intérêt. Donc ça veut dire déjà que le pouvoir public a failli. Parce que lorsque on pense qu'en faisant des contrats à des privés pour qu'ils prennent en charge des malades, des patients, de prendre en charge la gestion des hôpitaux qui s'occupent des patients qui sont déjà démunis, je crois que c'est une faillite de l'État à ce niveau-là. Parce que l'hôpital, quelqu'un qui est au service, parce que je crois que les médecins ils prêtent serment. Serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate. On ne peut pas prêter serment et dans le même temps prendre ce service-là pour se faire de l'argent dans le dos des clients, des patients. Non, ça ne peut pas se faire. Donc quand tu dis qu'il faut faire une étude de marché, parce que quoi qu'il en soit, nous tous, nous sommes des malades ambulants. Oui, bien sûr. Nous sommes des malades ambulants. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut tomber. On se porte sain aujourd'hui, mais peut-être d'ici qu'on sorte, touchons du bois, qu'on sorte de ce studio, qu'on tombe malade. Donc ça veut dire que le marché... Moi, je n'aime pas trop employer ce terme de marché. Ça existe déjà des patients. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des patients. Donc, arrêtons de parler de chiffre d'affaires, d'études de marché. Il n'y a pas de business de la maladie. Non, il n'y a pas de business de la maladie. Mais ça, attends, je ne suis pas d'accord avec vous deux. Non, là où je peux dire, pour la simple raison que quand vous dites qu'il n'y a pas de business de la santé, mais prenez les laboratoires qui fabriquent des médicaments. Ils font du business ou pas? Non, ça c'est domaine. Eric, il ne faut pas faire... Non. C'est pas une confusion. Je dis, je répète. Les laboratoires, écoute-moi. Je répète. Les laboratoires pharmaceutiques sont des laboratoires privés qui sont là, soi-disant, au service des populations. Pas forcément privés. Pas forcément privés, justement. La plupart. Oui, la plupart, d'accord. Pour dire qu'ils sont là, soi-disant, au service des populations, mais en réalité qui font du business. Jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de médicaments qu'on peut mettre déjà sur le marché pour guérir le paludisme, pour guérir Ebola, pour guérir même certaines souches cancéreuses qu'on peut guérir. Mais au nom de l'argent que ça rapporte à ces firmes pharmaceutiques, ils ne font que des dérivés de ces médicaments. Non. Donc il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait des firmes pharmaceutiques qui font du business. C'est quand vous dites qu'on ne fait pas du business en matière de santé. Le fait de soigner dans un hôpital public des malades. On ne peut pas parler de business de la santé comme l'a dit Samuel. Non, on va aller au second sujet. Écoutez, qu'est-ce qui peut amener un Marocain au Togo pour diriger un hôpital? Je te repose la question. Qu'est-ce qui amène des médecins sans frontières à aller sur des fronts dans des pays où il y a des épidémies? Tu parles de médecins sans frontières. Mais non, mais ils ont prêté serment pour aller soigner des gens gratuitement. Mais un médecin marocain aussi qui vient au Togo, j'ai prêté serment pour recevoir son diplôme. Non, on ne parle pas de médecin. Je dis, qu'est-ce qui peut amener un Marocain, pas un médecin, à prendre en charge un hôpital au Togo? Mais est-ce que, tous ces gens-là qui arrivent... Est-ce que des contrats ont été signés à des gens qui sont des médecins ou bien ont été signés à des personnes privées? À des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine. Mais ils ont quelque chose à voir, mais à des gens qui ont déjà dirigé des hôpitaux ailleurs. Oui, mais ça veut dire que la plupart de ceux qui dirigent les hôpitaux sont des médecins. C'est pas tout le monde qui fait le serment d'Hippocrate. Non, excuse-moi. Je dis, les gars, quand vous allez... Ce sont des gens qui sont dans le système de santé, qui maîtrisent le domaine. On ne peut pas mettre, par exemple, je ne sais pas,
un avocat à la tête, par exemple, d'un système de santé. Ça veut dire que un juriste d'affaires, on ne peut pas le mettre à la tête d'un hôpital public. Ça veut dire que le juriste d'affaires, lui, va faire du business. Non, ceux qui dirigent les hôpitaux sont d'abord des médecins. Il va pas faire du juridisme à l'hôpital. Ouais, on va aller au second sujet, si vous permettez. Ça n'existe pas. Il ne faut pas faire de l'hôpital. On va passer à la Guinée-Bissau. C'est ce qui se passe. On va passer à la Guinée-Bissau. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé lundi les militaires en Guinée-Bissau à rester à l'écart de la crise politique dans ce pays, réclamant à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain. Comme prévu, les membres du Conseil de sécurité saluent l'absence d'interférence des forces de sécurité et de défense de la Guinée-Bissau et les exhortent à maintenir cette attitude lors du processus politique et électoral et au-delà. Souligne une déclaration approuvée à l'unanimité au terme d'une réunion. On sait, Analyse Soso, que cet appel du Conseil de sécurité intervient alors que au moins un général est allé voir le président José Mario Vache, et quand un général va le voir, on peut s'imaginer ce qu'ils se sont dit. Il faut d'abord dire que le chef de l'État, José Mario, avait déjà convoqué les officiers de l'armée pour leur dire de se tenir prêts en cas de... Qu'est-ce qu'il y a à toute éventualité. Voilà, de se tenir prêts pour toute éventualité, en cas, par exemple, des menaces de la CEDEAO qui pèseraient justement sur ce pays. Ce que je ne comprends pas du chef d'État bissau-guinéen, c'est qu'il y a la fameuse CEDEAO qui avait statué sur le cas de la Guinée, où on avait demandé que le Premier ministre soit en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Et je n'ai pas compris au nom de quoi lui-même qui était d'accord sur les conclusions de la CEDEAO puisse du jour au lendemain limoger le Premier ministre et pour créer ainsi une crise. Et je pense que c'est les précédents même au sein de la sous-région qui font que certains chefs d'État ne respectent plus que la CEDEAO dicte comme loi. Quand vous voyez Condé qui veut par exemple changer la constitution pour briguer un troisième mandat et que dans le même temps la CEDEAO demande, au lieu que la CEDEAO tape du poing sur la table pour dire non, on ne peut pas changer la constitution de la Guinée comme ça, au lieu que la CEDEAO fasse ça, la CEDEAO demande plutôt aux acteurs de se mettre ensemble pour trouver un compromis. Vous voyez déjà qu'on creuse déjà un boulevard. On fait déjà un boulevard pour les tripatouillages constitutionnels. Je crois que le président bissau-guinéen se situe dans ça. Heureusement que les chefs d'état-major des armées, des forces armées de l'espace communautaire ouest-africain sont allés le voir hier pour lui dire que soit le scrutin a lieu le 24 novembre prochain, soit la CEDEAO va le dégager de là. Et heureusement, ça a produit un peu son effet, puisqu'il est revenu sur sa décision de limoger le Premier ministre en remettant le Premier ministre en scène. Alors, José Mario Vache est en train de jouer quand même à un jeu dangereux dans la mesure où lui-même, son mandat est fini depuis juin. Et c'est grâce à la même CEDEAO qu'il joue les prolongations. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est toujours la même chose. Le pouvoir corrompt, comme on dit. Mais le gars, il a goûté au pouvoir. Il veut garder le pouvoir, tout simplement. Malheureusement, on est dans un espace communautaire. Faut pas faire croire aux populations que la CEDEAO ne joue pas son rôle. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas aller dans un pays souverain, commencer par taper dessus tout de suite si vous ne passez pas par le dialogue. Je crois que la CEDEAO a sa stratégie, son approche de chaque situation. Quand Anani, je ne vais plus l'appeler, Anani parlait de la Guinée, je me dis ceci. Tout le monde sait où veut aller Alpha Condé. Malheureusement, très tôt, son opposition s'est organisée pour s'opposer à ce projet-là. Et ça a créé une situation, une crise dans le pays. Alpha Condé, c'est lui qui était à nos cheveux ici pour résoudre notre crise. Mais voyez, aujourd'hui, c'est le même Alpha Condé qui se trouve face à un autre dilemme. Partira, ne partira pas, et tout le monde se dit, il faut que la CEDEAO réagisse. Mais la CEDEAO ne peut pas réagir
tant qu'il n'y ait pas un dialogue entre les différents acteurs politiques de ce pays voisin. Il faut tout faire pour que les gens s'entendent sur le minimum et passer à autre chose. Si vous n'arrivez pas à trouver un compromis ou un consensus, la CEDEAO va vous dicter ce qu'il faut. Non, mais dans le cas de la Guinée-Bissau, la CEDEAO a déjà dicté. Non, je parlais de la Guinée parce que tu l'as évoqué tout simplement. Je parle de la Guinée-Bissau moi je parlais de la Guinée équatoriale, Guinée-Conakry. Mais là, revenons à la Guinée-Bissau, je dis tout simplement que hier, il y a eu une très bonne évolution et le président Mario Vaz est revenu sur sa décision. Il a remis son Premier ministre à son poste et je crois que avec l'appui de la CEDEAO, les élections vont se tenir le 24 Nous allons continuer à pas parler de la Guinée-Bissau, peut-être encore 5 minutes, mais on va marquer la pause pour regarder le journal.